Mais il est 7h50 dans tous nos studios ici à Lomé, à Gbalépédo, dans la maison de la radio, d'où nous émettons 10 000 pour trancher maintenant. 10 000 pour trancher, notre invité à ce matin, c'est Oro Akpo Tchaniawo. Il est le président du mouvement LDP, Lumière pour un développement dans la paix. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, bonjour à vous, à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoints en studio. Donc c'est un plaisir. Ce que j'ai envie de savoir, en vous interrogeant en tout début, c'est comment est-ce que vous vous portez, vous, et ceux qui vous entourent? Personnellement, je me porte bien. C'est vrai que nous avions traversé une période un peu difficile. Tout ce qui m'entoure, après les élections législatives et tout ce qui s'est passé, mais on s'est réunis et on est en train de reprendre. Et c'est justement pour ça que je vous pose la question. Ça veut dire que ça a été compliqué pour vous pour les élections? Oui, ça a été très compliqué, très difficile, inattendu. C'est vrai qu'on pouvait le prévoir, puisqu'on l'avait prévu d'ailleurs, mais on ne s'imaginait pas l'ampleur du désastre politique dans lequel nous étions. À trois niveaux. D'abord, la magouille politique vraiment nous a choqués. J'ai publié un article là-dessus. Ensuite, la débâcle de presque tous les partis politiques de l'opposition. Ceci dû à une très faible mobilisation de la population du côté de l'opposition. C'est vrai que Afrobaromètre nous avait averti depuis 2 ou 3 ans que les Togolais ne font plus confiance aux hommes politiques à plus de 70%. On ne s'imaginait pas. Mais c'est ce qui s'est réalisé et nous avions compris que c'était difficile. C'est ce qui explique notre silence. On est rentré vraiment dans l'introspection, une réflexion profonde et qui nous a permis de diagnostiquer le problème et de proposer un certain nombre de solutions. Et c'est pour ça qu'on est ensemble ce matin pour en parler. Quelle stratégie aujourd'hui pour l'opposition togolaise pour sa reconquête de l'Annapurna? Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est les montagnes, les grandes montagnes là, de l'Himalaya. Et voilà. Affronter ça, c'est un grand défi aujourd'hui pour vous. C'est un grand défi pour toute l'opposition togolaise et tout le peuple togolais. Que ce soit même la classe politique togolaise tout entière, même le pouvoir. Parce que moins de 30% de la population qui se déplace pour les élections, c'est un échec pour tout le monde. Donc il faut revoir. Et quand vous regardez, ce n'est pas seulement l'opposition qui a échoué, le pouvoir aussi a échoué. Donc il faut revoir tout ceci, restaurer la République. Je l'ai déjà proposé en octobre 2023 qu'il faut restaurer la République. Et j'ai même écrit un article où je me posais la question si le Togo était devenu une république bananière. Et j'ai apporté la réponse en ce sens que toutes les institutions de l'État sont dans un état de légitimation. Quand vous prenez la HAC, quand vous prenez la CENI, quand vous prenez la Cour constitutionnelle, quand vous prenez la Cour des comptes, toutes ces institutions aujourd'hui ne fonctionnent pas bien. Et ça a fait que tous les projets de développement que le gouvernement a initié depuis 2008 ont échoué. J'ai même écrit un autre article dans C'est votre analyse quand bien vous parlez sûr, d'échec. Bien sûr. Ce n'est pas l'analyse du gouvernement. Non, le gouvernement... Vous avez vu que l'indice développement humain, le Togo a eu beaucoup de points. Non, et on s'enorgueillit aujourd'hui. Non, mais l'indice humain de développement, c'est quoi? C'est autre chose que le développement. Hein. Quand vous prenez... Mais comment ça? Quand vous prenez tous les projets de développement, depuis 2008, le DSRP, après la SCAP, de 2013 à 2017, après le PND, et aujourd'hui, la feuille de route, c'est des échecs. La SCAP, à elle seule, a fait que doubler la dette publique de l'État, parce que tous les projets étaient financés, étaient préfinancés. Et ces projets n'ont jamais été réalisés. Je vais vous citer le contournement dans les Djo, je vais vous citer la route Lomé-Bouga en foin. Il y en a d'autres projets qui ont été très mal faits et qui ont été pour moi une arnaque politico-économique. Quand vous prenez le PND, on nous avait prédit que le PND c'est 6 422 milliards pour réaliser un certain nombre de projets. Mais moi je n'ai pas vu ces projets, mais j'ai vu le pays s'endetter. Quand vous prenez la feuille de route, on nous dit 3 000 milliards.
sur 3 axes avec 10 projets prioritaires. Aucun projet n'a été réalisé. Si je prends seulement au niveau de l'éducation, regardez les résultats aux examens. C'est un indicateur. Donc, et ça, pour vous, c'est uniquement la faute du gouvernement. Non, mais c'est que c'est mal ficelé et mal organisé. Pourquoi vous avez tendance à tout peindre en noir? Je ne peins pas tout en noir, je fais un constat. Vous n'avez rien dit de positif quand même, hein, tout à l'heure. Qu'est-ce que vous appelez positif? Quand aujourd'hui... Je crois que rien n'est bon quoi, dans la gouvernance. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y a échec. Quand on dit qu'il y a échec, ça ne veut pas dire que rien n'est bon. Mais c'est que vous n'avez pas atteint les objectifs. Quand vous prenez le DSRP1 et aussi l'ASCAP, on nous avait dit que l'objectif c'est de réduire la pauvreté de moitié à l'horizon 2015. Exact. Mais nous sommes arrivés à 2015, 2024 aujourd'hui, le taux de croissance n'a jamais dépassé 6%. Alors qu'on nous avait dit que c'était pour amener le taux de croissance à 2 chiffres. Et c'est une projection, et ça, vous comprenez ça? Oui, moi je suis économiste. Oui. Et je dis que l'objectif n'a pas été atteint. Ça au moins vous êtes d'accord avec moi. On a dit la croissance accélérée et l'emploi, l'ASCAP, la stratégie de la croissance accélérée et la promotion de l'emploi. La croissance n'a pas été accélérée. On est resté à 4%, 5%, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas eu de promotion de l'emploi. La pauvreté n'a pas reculé. C'est vrai que la pauvreté a diminué. On est passé de 66% à aujourd'hui 53%, 53% de pauvreté, alors qu'on nous avait dit qu'elle devrait être réduite de moitié à l'horizon 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Donc, quand vous prenez tous ces projets n'ont pas réussi. Quand vous prenez la Convention de Maputo, la Convention de Maputo avait proposé à tous les États africains d'utiliser minimum 36% de leur budget pour l'agriculture, l'éducation et la santé. Et la Convention de Lagos a exigé à tous les pays d'utiliser 15% de leur budget pour la santé. Oui. Mais au Togo, le budget de la santé n'a jamais dépassé 5%. Donc, c'est un constat que moi je fais. On ne l'a jamais fait, on ne l'a jamais réalisé. L'éducation, normalement, ça devrait, au moins 15 à 20% du budget devrait être consacré à l'éducation. Mais allez-y vérifier. Je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, puisque je n'avais pas. Mais j'ai les chiffres à mon niveau. Donc, c'est pour vous dire que tous les projets ont échoué. Surtout le PND. On ne nous a jamais fait le bilan du PND. Maintenant, on est arrivé feuille de route depuis 2005, depuis 5 ans, depuis 2020 à ce jour. Mais en même temps, quel est le projet qui a été réalisé? C'était dit que la feuille de route gouvernementale est le prolongement du PND. Ça veut dire que ce n'est pas totalement encore fini. On va attendre la fin du PND. Oui, l'année prochaine pour faire le compte. Non, attendez. Le PND c'était pour 5 ans. C'était de 2018-2022. Oui, mais sauf on ne peut pas me dire que... Sauf qu'à l'exercice... Vous comprenez oui, ça quand on est économiste. Ça veut dire qu'au départ, le projet a été mal ficelé. Puisqu'on nous a dit que 60% du financement devrait venir du secteur privé. Oui. On a fait venir Dangote ici. On a fait venir une équipe. Oui. Anne Nouvergent, vous la connaissez, l'ancienne directrice de Areva. Oui, bien sûr. Même les économistes souverains sur le plan mondial. Dominique Strauss-Kahn et puis l'ancien Premier ministre anglais, Tony Blair. Tous ces gens-là sont venus ici. On a créé même le truc de financement de l'État par le gouvernement, Togo Invest Corporation. Tout ça là, quel est le résultat? Dites-moi, moi je n'ai rien vu. Donc, je ne peux pas, si je n'ai rien vu, vous ne pouvez pas me dire que j'ai vu quelque chose. Mais si vous avez vu, dites-moi. Donc, c'est pour vous dire que tous ces projets ont échoué parce que il y a manqué quelque chose, c'est l'esprit patriotique de ceux qui sont à la tête de l'État. Non, attendez, vous doutez que ceux qui nous gouvernent sont patriotes? Ce n'est pas que je doute. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que tous ces projets ont échoué? Quand vous prenez Lomé Vaughan en foin, oui. Quand on a détourné 26 milliards, vous avez vu quelqu'un a levé le petit doigt? Quand la route, le contournement d'Aledio a été fait 2 fois, quand on a posé la question aux Chinois, qu'est-ce qu'il a dit? Petit argent, petite route. Grand argent,
Grand Route. C'est pour vous dire que ceux qui ont pris l'argent pour financer ne l'ont pas fait. Et le chef de l'État l'avait dit, qu'il y a des preuves de falsification de factures, de surfacturation. Ben, il a allé jusqu'à... Non. Permettez-moi de placer les choses dans le contexte. Parce que le chef de l'État en disant ça, c'est pas dans le contexte là. Hein, mais c'est en 2012. Mais depuis 2012 jusqu'à ce jour, est-ce qu'il nous a montré le visage de la minorité qui accapare les richesses du pays? Moi, je suis allé jusqu'à lui poser la question. Ou bien c'est lui qui est le chef. Ça veut dire qu'il fait partie. Si il n'arrive pas à identifier, c'est qu'il en fait partie. C'est la question que je me suis posée. Donc, cette minorité-là, elle est toujours là. Vous avez vu beaucoup de scandales financiers qui sont produits dans ce pays, mais personne n'a été indexé. Au contraire, ceux-là même qui sont responsables, avérés ou pas, c'est eux qui connaissent la promotion dans le pays jusqu'au sommet de l'État. Je vous rappelle les Panama Papers. Le scandale des Panama Papers. Il y a comment l'appelle-t-on là, le Petrol Gate. Mais c'est ça, l'invasion fiscale dans ce pays. Mais il y en a de près. Moi, j'ai participé à un séminaire à Accra sur la situation en Afrique occidentale. Le Togo a été cité comme l'un des pays où cela n'a jamais été sanctionné. Et tout récemment, l'affaire Covid. Mais ceux qui ont été indexés comme responsables de tous ces problèmes-là, c'est eux qui connaissent la promotion dans le pays. Et ceux qui, par hasard, se permettent à les dénoncer, se retrouvent en prison. Bon, en tout cas, par rapport à Covid-Gate, c'est vrai qu'il y a la Cour des comptes qui a sorti un document. Après, les concernés, sinon le gouvernement togolais, était au Parlement pour s'expliquer. On aura compris, le Parlement a diligenté une enquête, c'est vrai. Qui n'a jamais abouti. On n'a pas encore eu, nous, qui n'a jamais abouti. Non, c'est pas évident. Parce qu'on avait appris quand même que les résultats étaient sur la table de la présidente de la dernière législature. Mais nous, on n'a pas encore les résultats. Je voudrais vous rappeler que j'ai été parlementaire. Oui, bien sûr. Vice-président de la commission des finances. Si, on le sait. Je sais comment ça fonctionne. C'est que ça a été fait à l'envers. La Cour des comptes, lorsque la Cour des comptes sort son rapport, l'Assemblée nationale prend et fait ce qu'il faut faire. S'il y a des sanctions, elle propose des sanctions au gouvernement ou elle contacte, en tout cas, la justice. Mais ici, c'est l'envers. On a fait le contraire. C'est le contraire qui a été fait. Quand la Cour des comptes a sorti son rapport, maintenant, c'est le gouvernement qui se déplace vers l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale prend acte. C'est après, par rapport à la façon dont les partenaires financiers ont réagi, qu'on dit qu'on va diligenter une enquête. C'est ce qu'on appelle une enquête qui n'a pas de sens. Et tout le monde savait, en tout cas moi je savais que ça n'allait pas aboutir. Très bien. Ben, vous écoutez la radio Taxi FM, le même pour ceux qui nous rejoignent en l'instant et ceux qui sont également connectés sur notre compte TikTok. On vous a aussi appelé entre autres ce matin pour se prononcer sur l'opposition togolaise. Vous avez un mouvement qui s'appelle Lumière pour un développement dans la paix. Et d'entrée, j'ai envie de savoir ce que vous pensez de ce nouveau mouvement de la diaspora qui est conduit par Kofi Annan. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi j'ai salué ce mouvement. Je vais prendre à mon compte la chanson de notre aîné Bassa, paix à son âme. La savane est vaste. La savane est vaste. Et on a besoin de en tout cas, tout le monde. Et chacun doit venir de son côté avec ce qu'il a. Parce que, je vais encore emprunter un autre mot. On a tout essayé. On a tout essayé. Quand vous dites que vous avez tout essayé, ça veut dire quoi? On a marché dans ce pays pendant 4 ans. On a fait des mouvements. Vous avez vu, après le 19 août, la mobilisation. On a marché et dans le pays et à l'international. Mais à la fin, le résultat est mitigé. Au contraire, c'est que l'opposition a été laminée à la fin. Donc c'est pour vous dire qu'il faut reprendre les choses
autrement. Et c'est pour ça même que nous, on a créé notre mouvement. C'était notre objectif. Et je pense que c'est dans les mêmes considérations que le mouvement de Paris est né. Et nous sommes, en tout cas, nous les félicitons pour cet effort-là. Oui, vous avez dit, la savane est grande, elle est vaste. Elle est vaste. Mais attendez, votre salut vient de la diaspora? Ou vous pensez qu'elle peut venir de la diaspora togolaise? Non, elle peut venir de partout. Elle peut venir de partout. C'est pourquoi j'ai parlé de l'esprit patriotique. C'est ça qui a manqué à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la population civile, comme de la population militaire, à tous les niveaux, au niveau des dirigeants, tout le monde. Il y a l'esprit patriotique qui a manqué. Donc, il faut reprendre. Tout à l'heure, quand on chantait, comment l'appelle-t-on? L'Éternel bénisse le Togo. Mais tu as vu comment je ressentais, hein, quand j'étais encore à l'école primaire, hein, ce que on nous disait quand on chante, c'est qu'on se met au pas. Donc, ça veut dire qu'on est prêt à servir son pays, quel que soit ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Les gens ne sont pas prêts à se sacrifier pour ce pays. Voilà le problème. C'est pour ça que je dis que tout le monde est appelé à agir. Qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition, qu'on soit civil ou militaire, aujourd'hui le pays est en difficulté. Et il faut qu'on se serre les coudes, qu'on se mette ensemble. On a trop de défis. Il y a le défi sécuritaire, il y a le défi alimentaire, il y a le défi économique. Tous ces défis, personne ne peut les réaliser seul. Je vous ai donné l'exemple de tous les projets qui ont été initiés depuis 2008 et qui ont échoué. Donc ça veut dire que ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir n'ont pas la volonté, mais ils n'ont pas la capacité. Et le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Le peuple, il est désabusé, désorienté, et aujourd'hui, il est indifférent. Alors, vous dites que dans l'état actuel où se trouve notre pays, le Togo, personne ne peut le gouverner seul. Pas du tout. Alors, si le pouvoir de Faure Gnassingbé, parce qu'on n'a pas encore le gouvernement, ça fait déjà 2 mois, oui, un peu plus, fait appel à l'opposition, venez, asseyons-nous, discutons, gouvernons ce pays pour les enfants. Est-ce que vous accepteriez? Exactement, exactement. Je ne sais pas, vous m'aviez une fois reçu ici. Oui, bien sûr. Quand j'ai lancé mon appel de Tchévier. Exactement. C'était le 7 octobre. Je vous ai reçu le 18 janvier passé. Effectivement, merci beaucoup. Et c'est l'appel que j'avais lancé. Parce que pour moi, il faut restaurer la République. Et j'ai même proposé 3 jours, un forum national de 3 jours. Après le forum sur le Sahel, j'ai dit, le chef de l'État, il a été ingénieux pour proposer un forum pour le Sahel, mais parallélisme des formes. C'est qu'il faut balayer sa maison avant d'aller balayer la maison des autres. Et j'ai proposé 3 jours de forum pour analyser, réfléchir sur tous les problèmes qui minent le pays avant d'aller aux élections législatives. Et je reconnais que le CAR avait fait la proposition selon laquelle il faut suspendre le processus électoral, se retrouver dans une assise nationale, revoir tout, libérer les prisonniers, prendre une amnistie pour comment l'appelle-t-on, les exilés, et rebâtir ce qu'on appelle, ce qu'Abouibo a appelé la cogestion, pour une transition avant de relancer le pays. Donc si aujourd'hui, nous tous, nous reconnaissons que tout le monde est dos au mur, personne ne peut avancer. Personne. Regardez ce qui se passe. Attendez, on n'est pas en crise, hein? Mais on est en crise. Ah non, attention. Comment on est en crise? Vous voyez ce qui se passe. On est en crise aujourd'hui. Mais moi, on est en crise. Quand on est bloqué, on tout est calme dans le pays. Votre crise, elle est où? Elle se situe à quel niveau? La crise se trouve, 1, dans la conception du pouvoir, 2, dans l'exercice du pouvoir, et 3, dans l'équilibre social. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équilibre social dans le pays. Personne ne connaît les perspectives. Là où vous êtes, je ne suis pas sûr que vous pouvez me dire que ce qui va se passer d'ici 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Personne ne sait. Donc, il faut revenir à un moment, s'asseoir, discuter entre Togolais, reconnaître les erreurs des uns et des autres. C'est encore possible aujourd'hui, vous pensez? Non, tu sais, le Togolais, il est capable de tout. Les Togolais savent pardonner, les Togolais savent discuter, les Togolais savent se mettre ensemble. Il n'y a pas de solution. Moi, je l'ai proposé depuis. Que dans un article
l'ultime défi du peuple togolais, Se mettre ensemble. c'est la restauration de la République. Regardez toutes les institutions dont je vous parle. Aucune ne fonctionne. Ça fait depuis 2022 que la Cour des comptes n'a plus publié un rapport. Parce que le gouvernement lui-même a fait en sorte qu'il l'a décrédibilisé. Après le rapport sur Covid, la Cour des comptes ne peut plus avoir le courage de ressortir un rapport. Il faut reconnaître que la Cour des comptes, depuis 2018, son mandat est terminé. Et d'ailleurs, depuis sa mise en place, le premier président n'a jamais prêté serment. Ce qui fait que, je l'ai toujours dit, la chambre correctionnelle de la Cour des comptes n'a jamais fonctionné. Donc voilà, le pays, je vais avoir le coup, je dis, très mal gouverné. Très mal gouverné. Donc il faut... les autres pays avancent. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, même le Burkina Faso qui est en guerre, quand vous arrivez 3 mois après, chaque moment... Non, attendez. Non, laissez-moi terminer. Oui, j'assume la responsabilité. Oui, bien sûr, non. Je sais que vous êtes, vous les journalistes, ça n'a rien à voir. Vous aviez l'épée de Damoclès sur votre tête. Vous me connaissez. Et qu'on va vous dire que vous ne m'avez pas cadré. Non, c'est pas ça. Vous me connaissez depuis le début et vous savez que ça n'a rien à voir. Moi, mes invités, c'est comme ça. Et ça, vous le savez d'ailleurs. Quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, vous écoutez les politiques de ce côté-là? Non, les plaintes politiques, il y en a partout. Oui, mais bien sûr. Moi, ici, je parle de l'économie et de l'équilibre social. Je parle de... Vous ne pouvez pas dire que là-bas, c'est mieux qu'ici. Parce qu'on vit presque la même chose. Mais ces pays ne sont pas aussi endettés que le Togo. Et quand le Togo est endetté, on vous pose la question, qu'est-ce qu'on en a fait? Je vous rappelle que depuis 2022, jusqu'à ce jour, le Togo, pratiquement, chaque mois, va 2 fois sur le marché financier pour collecter de l'argent. En moyenne, 30 milliards. Cette année, ça fait déjà 500 milliards que le Togo a collecté sur le terrain. Ça veut dire que le budget était déséquilibré au départ. Et le ratio service de la dette sur recettes internes est dans l'ordre de 43%. Alors que la norme, c'est 15%. Ça veut dire que le pays vit au-dessus de ses moyens. Aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est ça, c'est ce qu'on appelle... est un pays endetté, clairement, totalement. Mais comment? Le taux de la dette, c'est au-delà de la... en tout cas, du possible. Plus de 110%. Mais c'est ça. Et je vous dis que le service de la dette sur les recettes internes, c'est dans l'ordre de 43%. Alors que la norme, c'est 15%. Ça veut dire qu'il y a de la mégalomanie. C'est comme quelqu'un qui emprunte de l'argent pour faire la fête, acheter des bagues, des chaînes, et puis en or, il sort, il se... Alors que c'est ça. Nous, avec ces sommets, avec toutes les fêtes qu'on organise, avec tout ce que... Mais ce n'est pas avec les recettes internes. C'est ça, quand vous prenez le budget, un tiers du budget est constitué par les emprunts. C'est pas bien. Je vous rappelle que la dette, aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Parce qu'on ne vous donne pas, vous allez rembourser. Oui, bien sûr. Alors ça veut dire qu'on est en train d'hypothéquer l'avenir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, avant, on pensait que, bon... Donc, c'est possible que vous vous mettez ensemble pour gouverner, gérer ce pays. Mais on a fréquenté... Pouvoir, opposition, tout le monde. On a fréquenté ensemble. On a vécu ensemble. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être ensemble? Sauf que l'honnêteté, à un certain moment, bon... Mais certains de vos pères disent non, le régime de Faure Gnassingbé Kéla doit dégager. Et qu'ils ne peuvent plus rien faire. Oui, c'est parce qu'ils se disent que... Je vous ai dit mais ça, là, que vous vous démarquez carrément de cette idée-là, aujourd'hui. Moi, je veux être pragmatique. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, tous les partis de l'opposition sont hors jeu. Or, en politique, vous ne pouvez pas être hors jeu et être efficace. Regarde ce qui se passe au Parlement au Togo. Il n'y a pas de débat. Depuis 2019 jusqu'à ce jour, c'est vrai que la dernière législature, il y avait quand même certains qui se démarquaient, mais il n'y a pas de débat. Mais aujourd'hui, c'est encore grave. Tout le monde apprécie ce qui se passe au Parlement de la CEDEAO. Mais nous, on l'a fait.
Ici, au Togo, nous on l'a fait. Donc, mais depuis que nous ne sommes plus au Parlement, vous avez vu, on a tout perdu. Tous les acquis de 90, on les a perdus. Quand on était encore à l'Assemblée nationale, c'est vrai que c'était difficile, mais ce n'était pas aussi compliqué que ça. Mais aujourd'hui, toutes les libertés publiques ont été confisquées. Beaucoup de nos journalistes ont été arrêtés, ils ont fait la prison comme des malpropres. Je me rappelle le cas le plus emblématique, c'est le doyen Apollinaire Mawene Messé. Ça m'a fait très mal un jour quand j'ai appris qu'on l'a envoyé en prison à son âge, à plus de 70 ans, je ne sais pas. Mais et vos collègues qui ont fait la prison, des gens qui sont quand même respectés dans la ville. Je parle de Anani Sossou, je parle de Loïc Lawson, je parle de l'autre qui a deux qui sont morts. Vous voyez? Et c'est pour ça que la dernière fois, avec ce qui arrive à Joshua Amotim, je lui ai envoyé un message, je ne sais pas s'il l'a lu. J'ai peur à sa place. Et pourquoi avoir peur? Mais moi, je suis passé par là. J'ai fait la prison pour des raisons politiques. J'ai fait 6 mois en détention. Je sais ce que c'est. Alors, donc, quand vous êtes comme ça, comme si vous êtes dans le collimateur, c'est pas toute votre famille, tout le monde, ce n'est pas facile. Oui. Je sais de quoi il s'agit. Donc, je lui exprime tout mon sentiment de reconnaissance. Alors, ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes sur la radio Taxi FM à Lomé.